Bonjour, bonjour. C'est parti, je vous propose qu'on commence. Bienvenue dans ce webinaire sur les neurosciences qui s'intitule Les neurosciences et moi. Sans plus attendre, juste une brève histoire de ce webinaire. Alors, et je vous remercie d'être là, on se retrouve ici ensemble. C'est parti d'une discussion il y a quelques semaines avec mon collègue Thierry Cossa qui va intervenir, conseiller pédagogique du premier degré à Casablanca. Et on se disait que les neurosciences étaient vraisemblablement intéressants et qu'on en parlait bien trop peu. On s'est dit qu'il fallait faire quelque chose et que l'erreur serait de ne rien faire finalement. Et quand on a eu cette idée, on a été rejoint par Monsieur Hove, qui est un enseignant de philosophie à Casablanca, ici, et qui s'est joint à cette aventure pour, durant 1 heure, avoir comme objectif de partager avec vous une vision de ce qu'est le neurosciences, ou en tout cas d'avoir une vision commune de ce que sont les neurosciences. En 1 heure, c'est assez court, donc c'est plutôt quelque chose qui est de l'ordre de l'initiation. Et on s'est dit qu'à la fin, il faudrait vous poser la question si vous pensez que nous devons aller plus loin. Et on aura à la fin un petit questionnaire pour vous demander si vous pensez qu'il faut qu'on aille plus loin et votre avis compte, puisque ça nous engage sur l'année prochaine dans des choses qui seront peut-être plus élaborées qu'un simple webinaire d'1 heure. Thierry? Je rajouterais que c'est au-delà de nous deux, avec Antoine, c'est aussi l'ensemble des conseillers pédagogiques. On s'était aussi posé cette question quand on parle de pédagogie active, on sait que ça perle, que le domaine des neurosciences perle aussi sur tout ça et nous intéresse. Tout à fait. Donc on salue les conseillers pédagogiques de Rabat et puis de Ndiab aussi qui sont là, et puis aussi Marlène de l'école de Val d'Enfa. Et justement, en parlant de la diversité des établissements qui composent IEG, ce que je vous propose pour commencer, c'est tout de suite de vous entraîner à l'outil que nous allons utiliser. Nous allons utiliser WooClap, en tout cas je vais l'utiliser. Et quelques recommandations pour utiliser cette application qui va nous permettre d'avoir de l'interaction, donc de l'interactivité. Vous pouvez soit à partir de l'URL que je vais copier-coller, vous pouvez faire les activités. Puis si vous avez un téléphone portable, c'est encore mieux, puisque à partir du téléphone portable, vous allez pouvoir scanner le QR code qui est ici et rejoindre directement l'activité que je vais lancer. Voilà, si normalement ça devrait fonctionner, vous allez sur cette URL, voilà, les réponses arrivent, vous commencez à voir apparaître les réponses. Prenez votre temps, c'est une question d'entraînement, ça vous permet de vous familiariser avec cet outil et d'être prêt pour les questions suivantes. Nous sommes principalement du collège-lycée français Guy de Maupassant, mais je tiens à saluer nos collègues de l'International Fresh School d'Amsterdam qui sont parmi nous. Nous avons 2 collègues d'Amsterdam. Nous avons l'école primaire Sophie Germain Rabat et puis nous avons le collège-lycée français Sophie Germain. Vous êtes 3. Et à l'école d'Enfa, je crois deviner de qui il s'agit, vous êtes une. Nous sommes un grand réseau et ça se donne à voir ici avec une multitude d'établissements. Je vais passer tout de suite à l'activité suivante. Je vous propose de rentrer dans le sujet des neurosciences. Je vous propose de commencer sur ce webinaire des neurosciences avec une question maintenant qui fait appel à votre représentation de ce que sont les neurosciences. Si vous deviez décrire les neurosciences en un mot, quel serait ce mot qu'on a pris? Vous pouvez rentrer plusieurs mots si vous voulez d'ailleurs, mais un mot à chaque fois, un mot qui selon vous décrit les neurosciences. Très bien, je vois que les réponses apparaissent. Au plus le mot est gros, au plus le mot a été noté par vos soins. Donc, on voit que le mot cerveau apparaît. En effet, les neurosciences, c'est une science qui s'intéresse au cerveau. Quelques-uns à avoir associé le mot neurosciences au mot cognition, le principe de compréhension, de l'attention, comment fonctionne l'attention. Le mot neurone est revenu, ou encore le mot apprentissage. Là, on voit ici que les neurosciences ici sont fortement liées aux sciences cognitives. Thierry Cossa va nous faire le lien avec l'histoire de cette science ou de ces sciences. Et je vous propose de découvrir le programme de ce webinaire.
Nous avons Monsieur Cossa qui, dans un premier temps, va faire une intervention sur les neurosciences et les sciences cognitives. On est dans le sujet, Thierry, hein, on a vu les mots-clés qui sont ressortis. Et tu nous parleras de la classe, de la recherche à la classe et du labo au tableau. Alors, pour présenter Monsieur Cossa, à qui je vais donner la parole dans quelques minutes, mais pas tout de suite, il est conseiller pédagogique du premier degré à lycée français Guy de Maupassant, Casablanca. Deuxième intervention, ce sera Monsieur Hove. Monsieur Hove, qui est enseignant de philosophie, cette fois-ci non pas au premier degré, mais au lycée français Guy de Maupassant. Et Monsieur Hove fera une intervention sur les neurosciences, nouvel élève, nouvelles pratiques. Et puis, pour la fin de ce webinaire, moi, ce que je vous propose, c'est d'animer un petit jeu avec le WooClap qu'on a utilisé à l'instant sur les neuromythes et vous, de manière à tester nos connaissances sur les neuromythes. Je n'en dis pas plus pour l'instant. Thierry, les neurosciences et les sciences cognitives, de la recherche à la classe et du laboratoire au tableau. On t'écoute, Thierry. J'attends simplement que tu enlèves ta présentation pour pouvoir partager la mienne. Bonjour à tous. Alors, c'est avec beaucoup d'humilité qu'on aborde cette question pour plusieurs raisons. Donc, on a toutes des connaissances disparates. Hein. Certains ont sans doute beaucoup plus que nous. Mais l'idée, c'est vraiment, comme le disait David, d'avoir une vision commune de ce que sont les neurosciences et les sciences cognitives. Hein, parce qu'on dit bien les neurosciences, donc ce sont plusieurs sciences. Et nous, ce qui nous intéresse, du moins c'est ce que je vais essayer d'aborder avec vous, c'est la question des sciences cognitives. Donc, voilà pourquoi cette question des neurosciences, depuis quelques années, a tant investi le domaine de l'école, celui de l'éducation. Pourquoi il y a un engouement pareil? Pourquoi on en parle beaucoup? Quelles questions cela soulève? Est-ce qu'on a vraiment changé le logiciel d'enseignement? Est-ce que les neurosciences sont tout simplement le remède miracle que l'on attend depuis des décennies, voire des siècles, peut-être des millénaires, sur la question de comment on apprend? L'idée d'abord, c'est qu'on ait peut-être une petite référence commune. Voilà. Qu'est-ce que c'est que les neurosciences? Voilà. Dans quel mot, qu'est-ce que veut dire ce mot-là des neurosciences? Comment cette discipline qui a longtemps, ces 50 dernières années, 60 dernières années, étaient des questions d'experts, des questions de labo, des questions de TP de fac, a vraiment atterri dans nos classes depuis une dizaine d'années, voire un petit peu plus. Je m'excuse par avance pour les experts, des petites imprécisions que je pourrais faire. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment de survoler la question et d'avoir une représentation commune. Donc, un petit peu d'histoire. La question du fonctionnement du cerveau a de toute façon intéressé de nombreux chercheurs et surtout les didacticiens, les pédagogues depuis toujours. Si on part d'Hippocrate, en passant par Averroès, Descartes, Darwin, tous se sont posé la question sur la façon dont le cerveau fonctionne. Voilà. Comment on apprend? Comment ça marche, voilà. Comment marche cette étrange machine que l'on ne décortique finalement que lorsque l'on est mort. Donc avant, c'est difficile de savoir comment ça marche et les techniques, forcément, n'étaient pas encore celles que l'on a aujourd'hui pour pouvoir savoir comment ça marche. Donc il y a beaucoup d'hypothèses. Et c'est vraiment à partir du 19e siècle, hein, avec une découverte qui est un peu la découverte phare, le départ de ce qu'on va appeler les neurosciences, celle de l'ère de Broca, qui s'intéresse à l'influence du système nerveux sur les fonctions langagières et locutives, donc comment, en fonction de notre état de nerfs, ou comment nos nerfs guident la façon dont on parle, en lien avec les progrès techniques, les progrès de la chimie, de la biologie, les progrès de la médecine, d'une façon générale, que les neurosciences, voilà, l'étude du cerveau, on vous l'avez montré dans le nuage de mots, hein, c'est vraiment quelque chose qui est central. Quand on parle neurosciences, on a cette image des petites pics que l'on a sur le cerveau et on va essayer de savoir comment ça fonctionne, c'est vraiment à partir du 19e siècle qu'on va travailler, avoir des études beaucoup moins empiriques et beaucoup plus techniques sur le cerveau. Dans les années 60, apparaît vraiment le nom de neurosciences avec des études qui vont vraiment parler de la question, qui vont vraiment émettre des hypothèses, essayer d'aller trouver des réponses sur la façon dont fonctionne le cerveau. L'une des premiers... c'est un prix Nobel dans les années 60, c'est Thomas Wiesel, je crois, et David Hobbs, si je ne me trompe pas, qui ont eu un prix Nobel en allant chercher les réponses que va avoir un chat, le cerveau d'un chat, en fonction des images qu'on va lui donner. Donc voilà, ils ont montré qu'il y avait un lien entre les réactions, que le cerveau réagissait de façon différente en fonction de ce qu'on lui soumettait. Donc les neurosciences, le terme neurosciences apparaît dans les années 60 avec ses premiers prix Nobel et ses premières recherches. Mais nous, ce qui nous intéresse, ce n'est pas tant le monde de la médecine, finalement, parce que là, de toute façon, je suis imprécis, parce que je ne suis pas médecin, je ne suis pas expert, et je n'ai pas la prétention de l'être. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le monde de l'éducation. Et ce monde de l'éducation,
différents didacticiens, différents penseurs, différents pédagogues, différents philosophes s'y s'y intéressent depuis des millénaires. Certains avaient des partis pris précis, d'autres défendaient des valeurs, certains défendaient même des croyances, mais tous finalement se posaient une seule question: comment on apprend? Voilà. Alors, les plus récentes, ce que l'on connaît le plus de par notre formation d'enseignant, ça va être Pavlov, qui de façon un peu vulgarisée pensait que le conditionnement permettait au cerveau de faire des liens entre le stimuli et l'action à venir, à Piaget, qui nous est encore plus familier, qui s'interroge sur le développement de l'intelligence humaine. Tous les pédagogues, tous les didacticiens, certains y ont fait explicitement référence, d'autres pas du tout, parce que ce n'était pas dans l'air du temps, on y reviendra un petit peu plus tard, notamment M. Hove, se sont tous interrogés sur la façon dont fonctionnait le cerveau. Maintenant, la question qu'on peut se poser légitimement, c'est est-ce que les neurosciences vont valider, invalider ces partis pris? Et c'est vraiment ce changement de paradigme-là qui va nous intéresser à nous dans le monde de l'éducation. Parce que de fait, si on se pose encore la question est dans la réponse, les neurosciences nous impactent tous. Les neurosciences et l'enseignement, on va surtout le définir par le terme de sciences cognitives. Les sciences cognitives, ça va être les sciences affectives qui s'intéressent aux émotions, à la motivation, les neurosciences cognitives, les neurosciences sociales, la neurolinguistique, tous ces champs de la pédagogie qui sont vraiment maintenant explorés depuis plusieurs années par les neuroscientifiques et qui sont propres à la question de la pédagogie. Alors, on va appeler ça les neurosciences, les sciences cognitives, pardon. Ces neurosciences cognitives, certains chercheurs ont directement investi le champ de l'éducation. On y reviendra un petit peu plus tard. On a Jean-Philippe Lachaud avec le travail autour du programme Atoll et de l'attention, et André Tricot, c'est les deux principaux neuroscientifiques, on va dire chercheurs autour des neurosciences français du moment, qui s'intéressent, lui, aux neuromythes sur lesquels David reviendra un petit peu plus tard. Donc, les neurosciences, si on doit les définir, les sciences cognitives, plutôt celles qui nous intéressent, si on doit les définir, c'est vraiment la rencontre entre plusieurs disciplines, la philosophie, la linguistique, la psychologie, l'anthropologie, les neurosciences, mais aussi l'informatique. Voilà, c'est vraiment notre champ d'études, nous, les pédagogues. Ce questionnement sur les neurosciences, il est aussi inscrit dans les documents institutionnels. Il est aussi inscrit dans les référentiels de métier, notamment le référentiel de métier de compétences du professeur, que ce soit celui d'IEG, que ce soit celui de l'Éducation nationale. Plusieurs compétences font référence implicitement ou explicitement à la question des neurosciences. Je vous en cite 4, que l'on peut lire d'une certaine façon ou d'une autre en fonction des connaissances que l'on a ou pas des neurosciences. Par exemple, connaître les élèves et les processus d'apprentissage. Comment peut-on dire aujourd'hui que l'on connaît nos élèves sans connaître réellement les processus d'apprentissage et sans s'intéresser aux sciences cognitives, aux questions de l'attention, aux questions de la concentration, prendre en compte la diversité des élèves? Ces derniers, on l'a souvent abordé, la question de la diversité, sous un aspect culturel, parfois sous un aspect ethnique, mais finalement, la vraie diversité, c'est vraiment celle des compétences, des capacités des élèves. Et ça, les programmes insistent vraiment là-dessus, les référentiels de compétences des métiers insistent vraiment là-dessus. Un autre élément de compétence, c'est accompagner les élèves dans leur parcours de formation. Là encore, aujourd'hui, comment on peut prétendre accompagner les élèves, surtout nos élèves à besoins particuliers, dans leur parcours de formation, sans prendre en compte les recherches sur l'attention, sans prendre en compte les recherches sur la concentration, sur la gestion des émotions, ce qui est souvent le problème qui est le plus récurrent dans nos classes. Donc, comment peut-on prétendre à ça? Dernier élément, agir en éducateur responsable et selon des principes éthiques. Là encore, quoi de plus éthique que de respecter les possibilités et les empêchements de nos élèves? Donc, les neurosciences, finalement, sont déjà dans notre monde de l'éducation. Et c'est ce sur quoi on souhaite vous sensibiliser aujourd'hui. L'exemple des guides institutionnels aussi, ils sont nombreux. Il y en a de plus en plus, on nous dit de plus en plus comment faire. Le premier des guides institutionnels, c'était celui sur la lecture, si je ne me trompe pas, celui qui en tout cas c'est le plus largement diffusé. Et là aussi, on voit qu'il fait dès l'introduction référence aux travaux de Stanislas Dehaene, qui est en ce moment un des chercheurs phares en neurosciences dans le monde de l'éducation. Donc ce questionnement traverse aussi notre institution au-delà de venir nous interroger à nous. Et ça a aussi un impact dans nos classes. Tout simplement, aujourd'hui, les neurosciences, ça doit nous aider, ou du moins nous interroger sur la façon d'apprendre à apprendre. Forcément, on n'apprend plus de la même façon, du moins on commence à avoir des connaissances depuis plusieurs années grâce aux recherches médicales qui ont été faites et du coup à la transpiration qu'elles ont dans le monde de l'éducation sur les façons d'apprendre.
Ça, c'est vraiment, on sait maintenant qu'on n'apprend plus de la même façon, enfin du moins qu'on apprend différemment de ce que l'on pense. Monsieur Hove y reviendra un petit peu plus tard en détail. Voilà, je ne veux pas spoiler. La question de la mémorisation aussi. Là, les neurosciences nous aident à prendre conscience que mémoriser, ce n'est pas que de la technique. C'est aussi, enfin, comment dire, que mémoriser, ce n'est pas. Il y a des techniques pour mémoriser. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Il y a des techniques pour mémoriser. Par exemple, on sait qu'en relisant une leçon le soir, puis 3 jours après, puis 7 jours après, on a plus de chances, l'élève a plus de chances d'en mémoriser les parties les plus importantes. Voilà. Il y a aussi différentes techniques que nous ont appris les neurosciences qui vont permettre à l'élève de mieux mémoriser. Et ça, c'est vraiment des travaux qui peuvent être menés, qui peuvent faire l'objet d'un groupe de travail. On y reviendra là aussi un petit peu plus tard, mais comment on peut aider nos élèves à mémoriser? Une question qui nous concerne tous dans nos classes, qui nous a tous concerné, la procrastination. Alors, je ne spoil pas du tout sur la question de la volonté, Antoine, ne t'inquiète pas. Par contre, la procrastination, voilà. Pourquoi le cerveau humain a tendance à vouloir reporter les choses à plus tard? Les neurosciences nous apprennent que le cerveau humain, il est énergivore. Voilà, comment dire, c'est un héritage lointain qui fait que le cerveau a tendance à vouloir, comment dire, utiliser le moins d'énergie possible. Donc la procrastination, au-delà de l'aspect hédoniste, le fait de vouloir aussi plus facilement vouloir, comment dire, prendre du plaisir aux choses plutôt que de faire quelque chose de contraignant. Voilà, la procrastination, le fait de reporter à plus tard, c'est quelque chose aussi que l'on peut travailler. Comment on peut le travailler? Vous allez vous dire, attendez, comment on fait? Simplement en aidant les élèves à prendre conscience des choses. Voilà, à prendre conscience que c'est plus simple, forcément, de regarder son smartphone ou de regarder le copain qui discute plutôt que d'avoir la volonté de faire les choses. On y reviendra là aussi plus tard. Si je procrastine, c'est à cause de mon cerveau. Voilà, c'est exactement ça. Mais ça se travaille en tant que tel, donc là, tu n'as plus d'excuses. Les neurosciences ne sont pas une excuse. L'importance de l'environnement, ce que nous apprennent aussi les neurosciences, c'est que l'environnement de travail est très important. Voilà. La façon dont le bureau va être organisé, tout ça. Alors ça, on l'avait touché de façon empirique. Maintenant, c'est les recherches scientifiques qui viennent nous dire, voilà, les recherches neuroscientifiques qui viennent nous dire que ça a une réelle importance sur la qualité de l'apprentissage des élèves, des apprenants. Pas forcément que des élèves, parce que ça marche aussi pour les adultes. Prendre conscience de ses besoins aussi, prendre conscience des besoins de l'élève. C'est ce qu'on a appelé jusqu'à il y a peu, non ça je ne peux pas le dire parce que c'est dans les neuromythes, mais prendre conscience du besoin des élèves. Voilà. De quoi a besoin l'élève pour pouvoir apprendre? Typiquement, voilà, est-ce qu'un élève peut apprendre s'il a envie de passer aux toilettes? Voilà, typiquement, c'est une des questions qu'on peut se poser. Les neurosciences sont unanimes. Quand on a envie d'aller passer aux toilettes, d'aller boire, on est bien d'accord, mais quand on a envie de passer aux toilettes, manifestement, c'est un besoin qui prime sur tout le reste. Donc, forcément, on ne va pas être en capacité d'apprendre. Tout ça, c'est à prendre en compte et c'est à savoir. Pour conclure, deux choses sur cette question des neurosciences et de l'école. Tout d'abord, une première citation, je conclurai avec 2 citations. Voilà, la première de Gaston Bachelard. Quand il se présente à la culture scientifique, l'esprit n'est jamais jeune, il est même très vieux, il a l'âge de ses préjugés. Accéder à la science et spirituellement rajeunir, c'est accepter une mutation brusque sur ce qui doit être contredit du passé. Monsieur Hove déclinera un petit peu tout ça beaucoup mieux que moi. Mais en tout cas, la question, c'est que forcément, cette question des neurosciences, alliée à la question à des technologies de l'information, de l'informatique, du digital qui entrent dans nos pratiques de classe. Voilà, depuis 20 ans, on est dans un monde de l'enseignement qui est en véritable mutation. On doit intégrer les savoirs numériques, on doit prendre en compte les neurosciences, et forcément, ça nous interroge, et forcément, ça nous bouscule un petit peu. Justement, les neurosciences sont là non pas pour nous aider, mais un petit peu pour nous éclairer, dans le sens où, comme le dit, voilà. C'est Michel Serres, dans Petite Poussette, un ouvrage qui est paru au début des années 2010, qui, en parlant des enfants d'aujourd'hui, dit « Ces enfants habitent donc le virtuel. Les sciences cognitives montrent que l'usage de la toile, la lecture ou l'écriture au pouce des messages, la consultation de Wikipédia ou de Facebook n'excitent pas les mêmes neurones, ni les mêmes zones corticales que l'usage du livre, de l'ardoise ou du cahier. Ils peuvent manipuler plusieurs informations à la fois. Ils ne connaissent, ni n'intègrent, ni ne synthétisent comme nous, leur ascendant, ils n'ont tout simplement, ils n'ont plus la même tête, je rajoutais de tout simplement, ils n'ont plus la même tête. Voilà. Voilà pour cette première présentation. Merci à vous de m'avoir écouté.
Est-ce que vous avez des questions? Merci Thierry pour cette présentation sur l'histoire, ce que c'est et les enjeux que ça porte. Je vous propose d'écouter mon collègue Antoine. Alors, ces neurosciences aujourd'hui, c'est nouvel élève, nouvelle pratique. Tu vas un peu fort quand même quand tu dis ça. Alors, je me permettrai de rappeler en guise d'introduction, avant la présentation, que notre posture est faite d'humilité dans la mesure où le champ des neurosciences, le champ disciplinaire, nous reste étranger. Il s'agit de savoir et il s'agit de nous inviter à discuter de la légitimité d'une refonte de nos pratiques sur la base de ces neurosciences et de ce qu'elles postulent. Et donc, en ce qui me concerne, je me suis permis d'enlever le point d'interrogation, puisque la révolution qui accompagne les neurosciences est telle qu'elle nous invite non pas simplement à repenser les pratiques, mais elle nous invite à repenser nos pratiques au regard de la façon dont nous sommes amenés nécessairement à repenser l'homme et par là à repenser l'élève. Et donc c'est l'enjeu de la présentation. Et donc je me permets là d'insister sur la possibilité qu'il y ait des questions, et je l'ai dit à David, s'il y a des choses qui peuvent ne pas être claires, n'hésitez pas à le faire savoir, je tâcherai de les expliquer de telle façon que l'exposé soit clair. En tout cas, j'espère qu'il le sera. Donc, je me permets, Bien reçu, bien reçu. Alors, n'hésitez pas à couper Antoine, si vous le voulez. Antoine, on t'écoute, à toi. C'est bon? Bon. Alors, les neurosciences peuvent être considérées comme une révolution, mais je me permets de préciser qu'il y a énormément de révolutions en ce moment à l'école, en l'occurrence le numérique. Le numérique est une révolution, mais c'est une révolution différente de celle dont nous allons parler, puisqu'elle présuppose une discussion pédagogique sur la façon dont nous allons user de cet outil pour qu'il puisse nous permettre de faire en sorte que les élèves apprennent au mieux. Bon. Donc, la première des questions, c'est de quelle révolution s'agit-il? Il s'agit d'une révolution proprement scientifique, ce qu'on appelle un changement de paradigme. Alors, qu'est-ce qu'un paradigme? Dans une société, un paradigme, c'est l'ensemble des croyances relatives à ce qu'est l'homme, à ce qu'est le monde, et ce sont ces croyances à partir desquelles nous pouvons simplement réfléchir et établir des cadres théoriques qui nous expliquent ce que sont les choses, des cadres prédictifs, ce qui, progressivement, nous permet de remettre en cause les croyances qui sont les nôtres, puisqu'elles se révèlent non conformes à la réalité. Et aujourd'hui, on a une révolution scientifique, je le répète, puisque les neurosciences nous invitent à repenser l'homme, et par là à repenser l'élève, sur la base d'un changement radical. Alors le changement, lequel est-il? Comment considérons-nous un élève aujourd'hui? Lorsque nous l'interpellons en classe, lorsque nous construisons nos progressions, lorsque nous le jugeons, lorsque nous faisons nos commentaires sur les bulletins, lorsque nous apprécions leur travail, nous interpellons leur conscience puisque nous considérons, certes, qu'ils ont des facultés intellectuelles qui sont les mêmes et qu'ils disposent d'une volonté libre que nous considérons être à l'origine des progrès possibles et de sa réussite. Bon. Donc, nous considérons que la conscience est le siège de la décision et qu'un élève peut ou ne pas faire ce qu'on lui dit, auquel cas il est sanctionné ou il ne l'est pas. En réalité, cette croyance n'est pas simplement mise à mal par les neurosciences, elle est absolument anéantie. Pourquoi l'est-elle? Puisque les neurosciences nous révèlent que les élèves ne disposent pas en réalité de volonté libre. Et quand je dis les élèves, tout le monde le comprendra, il s'agit de l'homme en général. L'homme ne dispose pas d'une volonté libre à partir de laquelle il fait des arbitrages, à partir de laquelle il pourrait décider de faire ou de ne pas faire. La conscience n'est pas le siège de la décision. L'élève, l'homme, est une machine cérébrale. Autrement dit, le caractère révolutionnaire des neurosciences tient à ce qu'il a radicalement changé la nature de l'homme. Il est désormais une machine cérébrale. Bon. Ça fait 40 ans qu'il y a des expériences qui sont faites en laboratoire et il est possible de constater simplement que les hommes, les élèves, quand ils ont une chose à faire, le cerveau a décidé avant qu'ils en aient conscience ce qu'il allait faire. Autrement dit, je le répète, ça n'est absolument pas anecdotique. Personne ne peut décider de vouloir. Personne ne peut vouloir décider. En l'occurrence, si aujourd'hui nous concevons que le mal, lorsque l'élève agit mal, il fait preuve de mauvaise volonté,
S'il ne parvient pas à faire les exercices, quand bien même a-t-il été volontaire, nous concevons alors qu'il n'est pas capable de bien faire. Nous constatons donc deux choses à travers la façon dont nous pratiquons l'enseignement, qu'il y a toujours derrière les louanges ou les réprobations, qu'il y a derrière les sanctions, derrière les punitions, une référence morale à la volonté ou à l'idée d'une intelligence innée. Bon. Ce qui est mis à mal, puisque désormais, dans la mesure où l'élève est une machine cérébrale, cela suppose que nous construisions les conditions de possibilité de la volonté de comprendre. Il ne s'agit donc plus de s'appuyer en pédagogie sur la volonté libre de l'élève, mais de construire les conditions de possibilité de la volonté de comprendre. À quoi se réduit-elle, cette volonté de comprendre? Il s'agit simplement de l'intérêt, de l'attention, de la concentration, de la mémorisation. J'ai oublié ici la motivation. On ne peut pas punir un élève puisqu'il n'éprouve pas d'intérêt. Il nous faut, au contraire, construire les conditions de possibilité de l'intérêt, et c'est en ce sens que la neuroscience nous invite à repenser les pratiques pédagogiques. Et donc, plus de volonté libre, il n'y a plus de faute, mais il n'y a plus aucun mérite. Pourquoi n'y a-t-il plus de mérite? Puisque, je le répète, et c'est important, l'élève n'est pas, ou la volonté de l'élève n'est pas à l'origine de ce qu'il fait ou de ce qu'il ne fait pas. Elle n'est pas à l'origine de ce qu'il fait bien ou de ce qu'il ne parvient pas à faire correctement. L'erreur, il n'y a évidemment plus de faute, l'erreur n'est que l'expression d'une incompréhension des rouages de cette machine cérébrale complexe. Machine cérébrale dont désormais nous avons la nécessité de construire une carte, de dresser une carte pour que nous puissions savoir comment les aires fonctionnent, comment l'attention se décline-t-elle, comment peut-elle être suscitée. Il en va de même pour la concentration, la mémorisation, l'intérêt, je le répète, mais c'est d'autant plus important que nous ne pourrons construire une pédagogie et une progression qu'à la condition que nous ayons l'ensemble de ces éléments en tête et que nous disposions de cette carte qui nous permettra de nous orienter. Et le point suivant, en ce qui concerne l'autonomie, c'est-à-dire la part du travail de l'élève, puisque progressivement, vous le savez, entre la petite section et la classe de terminale, nous avons l'ambition de rendre l'élève autonome. Et l'autonomie change également, puisqu'il ne s'agit plus de s'auto-déterminer, il s'agit d'apprendre à s'orienter dans les apprentissages à l'aide de cette carte. Ça suppose donc que la progression ne soit plus faite d'un parcours, qui était essentiellement un parcours académique, mais de deux parcours, le parcours académique et le parcours cognitif. Qu'est-ce que ce parcours cognitif? C'est une compréhension progressive de la part de l'élève de son propre mode de fonctionnement cognitif. Et ce qu'il y a là également de révolutionnaire, c'est qu'il s'agit non plus de construire ce parcours sur la base du seul travail de l'enseignant, mais c'est un travail qui se fait avec l'élève. Et si l'enseignant, je reprends une parole dont m'a fait part M. Vissoc, si l'enseignant produit cette carte, il faut que l'élève, lui, possède la boussole. Donc l'autonomie, c'est pour l'élève se comprendre et la façon dont il pourra être amené seul à construire les conditions de possibilité de sa propre volonté. Autrement dit, l'élève, et c'est ma conclusion, l'élève ne peut plus être considéré comme faisant ou ne faisant pas volontairement. Il n'y a plus d'action volontaire au sens où nous l'entendons traditionnellement. Il n'y a plus qu'une machine cérébrale qui, évidemment, n'est pas standard, puisque dans une classe, il y a autant de cerveaux que d'élèves. Il n'y a plus de mérite. Ça signifie qu'il ne peut plus y avoir rationnellement de sanction, puisque, je le répète, si la volonté libre disparaît, la sanction disparaît elle-même. L'intelligence n'est donc pas innée, elle résulte de l'interaction des facultés naturelles et des environnements, et elle peut évoluer, et elle n'évolue qu'à la condition que la carte proposée à l'élève puisse être claire et ne pas malheureusement, malgré nous, lui comme les enseignants, à se fourvoyer. Je le répète donc, il ne s'agit donc pas, à travers ces parcours académiques et cognitifs, de n'être attentif qu'à l'acquisition des savoirs, ceux que nous visons habituellement et particulièrement dans le secondaire, mais de donner les possibilités à tous les élèves de répondre à l'injonction socratique « connais-toi toi-même ». Je vous remercie de votre attention. Merci Antoine. Moi, j'invite chacun à réagir à ce qu'a dit Monsieur Hove, si vous le voulez. Ce que tu as dit, ça fait quand même assez réagir, Antoine, parce que je reprends quelques phrases que tu as dites. Hein. On ne peut pas punir un élève
parce qu'il n'a pas de volonté de faire. C'est pourtant ce que l'on fait souvent. S'il veut pas faire son exercice, on le punit. Alors, Toi, le problème de la faute, malheureusement ou heureusement, les institutions autour desquelles s'organise la société, la justice, a exactement ce même problème, puisqu'il s'agit aujourd'hui non plus simplement de punir, mais de faire en sorte que ceux qui commettent des actes délictueux puissent être compris sur la base d'un mode de fonctionnement cérébral, pour que par la suite, ceux qui malheureusement pourraient être confrontés à ce genre de situation puissent être soignés ou en tout cas aidés. Mais si l'on accepte ce à quoi nous avons abouti, et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui il y a la neurophilosophie, en l'absence de volonté libre, il n'y a plus de possibilité de considérer que la conscience est le lieu d'arbitrage entre ce bien et ce mal que nous connaissons intuitivement. Il n'y a qu'un cerveau qui initie une action et à laquelle nous ne pouvons pas nous soustraire, puisque, je le répète, il n'y a pas de volonté libre. donc ça doit être bien d'être un de tes élèves, parce que si je ne fais pas mon devoir et que je dis que je n'ai pas voulu le faire, bah, tu ne me le reprocheras pas finalement. Dans tous les cas, le reproche, avec l'objectivité qu'il se doit, cela peut susciter la colère, qui disparaîtrait évidemment si nous étions à même de comprendre mieux. Mais la punition n'a pas permis à l'élève de faire le travail, ne me permet pas de l'évaluer, mais indépendamment des savoirs, il s'agit de comprendre comment il va évoluer. C'est-à-dire que l'intérêt qu'il n'a pas éprouvé, c'est simplement, au regard de ce que nous disent les neurosciences, un oubli dans un dispositif pédagogique de ma part, en raison d'une méconnaissance de la façon dont le cerveau fonctionne. Je compléterais peut-être, David, excuse-moi, ou un manque peut-être préalable au fait de lui avoir fait comprendre l'intérêt qu'il pouvait avoir à faire ses devoirs. C'est la construction. La construction, ça se construit. L'idée, c'est que la volonté, ça se construit aussi. Voilà, je pense que c'est ça aussi l'idée c'est le double enjeu que l'on a actuellement de construire les parcours académiques, mais aussi les parcours cognitifs, et notamment ceux en lien avec la volonté. Je pense que c'est ce que tu voulais nous dire aussi, Antoine. C'est l'idée, oui. Il y a Monsieur Zrita qui te remercie, Antoine, et il y a alors Madame Raima ou Madame Rimi qui te pose la question, mais ne risque-t-on pas de légitimer certains comportements inappropriés? Le problème, c'est que c'est également, donc je me permets de répondre de façon claire et franche au regard de ce qui vient d'être dit, nous n'évitons pas les comportements inappropriés, puisque celui ou celle qui s'y livre le fait malgré lui et malgré elle. Ce qui veut dire que quoi qu'il arrive, en l'absence de compréhension des raisons pour lesquelles ils s'y livrent, ils s'y livreront ou ils s'y livreraient quoi qu'il arrive. Ce n'est pas parce que nous disons les choses qu'elles se font. C'est l'illusion justement de le penser. Il faut que nous comprenions comment et pourquoi ils le font sur la base de la compréhension du cerveau pour qu'ils ne s'y livrent plus. Ça n'est pas l'injonction morale, puisqu'en réalité, l'injonction morale n'a, d'autres valeurs peut-être que de susciter la peur ou la crainte. Mais la peur et la crainte ne peuvent pas être des fondements d'une pédagogie. Et une dernière chose, tu distingues deux parcours dans l'éducation. Tu dis qu'il devrait y avoir un parcours académique, mais aussi un parcours cognitif. Et ça rejoint ce que disait Thierry, c'est-à-dire d'apprendre à l'élève à apprendre finalement, et que ça devrait faire partie de son cursus depuis le plus jeune âge jusqu'à la terminale. Comment apprendre à apprendre la métacognition. Et on le fait on le fait pas assez dans le secondaire. Peut-être quelque chose à approfondir. Merci Antoine. Il y a Amjad, Monsieur Zrida. Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci Antoine. En Bonjour, fait, Amjad. je commençais à écrire, après ça allait être lent. Bon, on pourrait poursuivre par la suite le débat. Mais moi, ce qui me gêne un petit peu, c'est que, bon, on peut se baser sur la volonté libre, ça c'est vrai. Mais en même temps, moi je pense que le fait de s'inscrire ou le fait de décider de faire des études et tout, ça définit ce que j'appellerais une sorte de contrat. Et dans n'importe quel contrat, il faut qu'il y ait quand même le cadre. Oui, il y a la réflexion sur la faute. Il y a la faute, oui, il y a une réflexion là-dessus, la faute, la sanction, l'erreur et tout, que ce soit dans la société ou dans notre micro-société, nous, le monde pédagogique. Hein. Mais moi, je pense que je rejoins un petit peu la question ou l'inquiétude peut-être même de la collègue par rapport à certains comportements inappropriés sans tomber vraiment dans le jugement. Vous voyez ce que je veux dire? Mais je pense qu'il y a un contrat. Si moi je suis là, je suis tenu
d'avoir une certaine conduite, un certain rituel, en gros, avec les élèves, eh ben, de leur côté aussi, il y a un rôle à assumer, un rôle à jouer, sans tomber vraiment dans la recherche ou la mauvaise foi, dans la recherche de l'erreur ou ce qui va pas et tout. Nous, on part plutôt, en tout cas, je parle de moi-même, ça n'engage que moi. Quand je suis en classe, j'arrive pas en classe pour sanctionner X ou Y. Il y a un objectif. Pour cet objectif, il y a une discipline. On est sur la gestion de l'humain, donc on n'est pas tous pareils, c'est-à-dire ce qui peut aller pour un élève ne l'est pas forcément, on ne peut pas aller forcément pour un autre. La sanction peut être utile pour un élève, c'est vrai, elle peut ne pas l'être pour d'autres. En gros, c'est le débat. Donc moi, ma question pour synthétiser, c'est juste par rapport à quelle forme de contrat, du coup, doit-on établir avec les élèves si on ne va plus, entre guillemets, hein, sanctionner. Entièrement d'accord avec toi sur tout ce que tu avais dit par la suite dans la présentation, et je te félicite d'ailleurs, c'était très intéressant. Hein. Ce qui me dérange, c'est juste ce point. Même Michel Serres, là, pour le lien que tu as posté, David, en parle certes timidement, mais c'est le débat. Je peux me permettre de te répondre? Ah, j'aimerais, oui. Alors, la première chose, c'est qu'effectivement, et je me suis permis de le dire en l'introduisant, c'est un débat. Et donc, il faut que nous l'ayons. On ne peut pas passer à côté d'un débat comme celui-là, puisque c'est, je le répète, deux pédagogies qui sont radicalement opposées, puisqu'elles reposent sur des conceptions de l'homme, et donc de l'élève, complètement différentes. Maintenant, la seconde, celle que j'ai présentée, suppose que nous ayons une construction de la représentation chez l'enfant de ce qu'il est. On reconstruit un contrat dans la mesure où il n'y a plus de, comment dirais-je, l'élève comprendra comprendra que c'est bon pour lui d'aller à l'école, que c'est bon pour lui de se soumettre à une discipline qui n'est plus fondée sur la menace ni même sur la crainte, mais sur la possibilité qu'il a de se construire. Et donc, cela suppose une école radicalement différente, ça suppose une communication différente, ça suppose une temporalité différente. Quand on parle de caractère révolutionnaire, le contrat auquel tu fais référence, il est évident que dans l'école nouvelle de la neuroscience, il ne peut plus fonctionner. Pourquoi ne peut-il plus fonctionner? Parce que la menace, comme le mérite, n'existe absolument plus. Et donc l'élève doit comprendre au regard de ce qu'il est, ce qui est le premier impératif, que l'intérêt n'est pas quelque chose de naturel, n'est pas quelque chose qui relève de sa volonté, mais qu'il y a quelque chose à construire. Et tu vois, je me suis permis de finir par Socrate, puisque Socrate disait l'homme, la femme, celui qui commet une faute ne doit pas être blâmé, mais éduqué. Socrate était de ceux qui, déjà dans la Grèce antique, considéraient qu'il n'y avait pas de libre arbitre. Il fallait construire les conditions de possibilité d'une connaissance de soi qui passait par la fréquentation des savoirs. Et donc, je ne sais pas si, évidemment, j'ai répondu. J'espère avoir été suffisamment clair sur le caractère, le libre arbitre. Exactement, Amjed. La volonté libre, c'est le libre arbitre. Le libre arbitre est mis à mal et il est considéré par les neurosciences comme une illusion depuis Libé. Alors, encore une fois, hein, je le répète et c'est important, ce sont des discussions qui sont d'actualité. Depuis 20 ans, il y a des recherches qui sont faites par des juristes, par des philosophes, par des pédagogues sur la réinvention de ces institutions sans libre arbitre. Mais c'est l'hypothèse fondamentale et la raison pour laquelle elle est révolutionnaire. Le libre arbitre est considéré comme une illusion pour la raison évoquée. C'est le cerveau, avant même que nous en ayons conscience, qui initie l'action ou la réaction, autrement dit, qui prend la décision. Mais je te rejoins et je le répète, c'est important, c'est un débat. Il est 50. Il est 50. Voilà, le temps de l'intervention, je voudrais la clôturer pour qu'on puisse faire cette dernière partie. Je pense qu'Antoine, tu n'y verras aucun inconvénient. Merci, c'était très intéressant ce que tu as dit, Antoine, et les échanges que vous avez eus. Il y a juste une remarque d'une collègue qui parle de l'intelligence innée. En fait, l'intelligence est un potentiel et la façon dont nous allons la cultiver, et c'est l'environnement, lui donnera la possibilité d'éclore et, au fond, de faire valoir ce qu'elle est en puissance. Autrement dit, toutes les capacités qui sont relatives aux facultés existent. Il nous revient de cultiver les choses pour qu'elles puissent être à la hauteur de ce à quoi aspirent les élèves. Mais l'intelligence innée, nous sommes tous intelligents, c'est l'environnement qui va le déterminer, et c'est cet environnement qui doit justement être attentif aux conditions
construction de conditions de possibilité de la volonté de comprendre et de s'approprier. Donc, je ne nie pas qu'il y ait quelque chose d'inné, c'est l'idée selon laquelle cet inné doit être cultivé. Le mot de la fin, Thierry, alors. Ouais, non, et cette question nous intéresse sur les parcours, la question des parcours que l'on peut proposer, alors beaucoup plus humblement qu'Antoine, sur les parcours qu'on peut proposer pour aider les élèves justement à prendre conscience, non pas de leur faute, mais de la façon de remédier aux erreurs qu'ils peuvent commettre. Et aussi, ça peut aussi intéresser les partenaires qui sont avec nous. On a aussi des partenaires qui travaillent dans les crèches, qui sont avec nous dès le plus jeune âge, cette jeune intelligence, comment on fait pour créer un environnement qui va lui permettre de s'épanouir. Voilà, je pense que c'est vraiment des questions cruciales qui sont en lien avec ce nouveau paradigme dans lequel nous sommes progressivement en train d'entrer, que nous le voulions ou non finalement. Le mot de la fin sur ces deux interventions, c'est un petit peu ce qu'on voulait dire. Alors, c'est surtout un vecteur de grands changements, ça je l'entends, mais aussi ce que je me suis aperçu en faisant des recherches pour préparer ce webinaire, c'était aussi les neurosciences étaient vecteurs de beaucoup de fausses croyances, et notamment chez les enseignants. Et il se trouve que nous, enseignants, sommes quelque part les victimes de croyances erronées sur le fonctionnement du cerveau. Et ce que je propose pour ces 10 dernières minutes, c'est de tester vos connaissances sur ce qu'on appelle les neuromythes. Alors, peut-être avez-vous déjà entendu parler des neuromythes, peut-être est-ce la première fois. Moi, ce que je vous propose, c'est de faire le tour de quelques neuromythes, éventuellement des neurovérités aussi, pour clôturer ce webinaire. Et pour pouvoir vous présenter quelques neuromythes éventuellement d'ailleurs, la question c'est de savoir ce qu'est un neuromythe. Alors si vous n'avez jamais entendu parler de neuromythe, sachez que, et je le lis comme vous, un neuromythe c'est une croyance erronée sur le fonctionnement du cerveau. Et de récentes études ont montré que ces croyances erronées étaient très répandues chez nous les enseignants. Alors, ce que je vous propose, c'est de tester nos connaissances sur les neuromythes et de voir si vous-même, vous êtes les victimes, j'ai envie de dire, d'un neuromythe. Je vais commencer par la première affirmation. Vous l'avez sûrement tous en tête. Je crois que tous, chacun de nous a cette information en tête. Est-ce que vous savez que nous utilisons à peine et seulement 10% de notre cerveau? Et la question que je vous pose, c'est est-ce vrai ou faux? Et pour répondre à cette question, vous connaissez maintenant le fonctionnement, vous vous rendez sur le lien vers le parcours sur WooClap. Je vous laisse répondre à cette question. Nous utilisons à peine 10% des capacités de notre cerveau. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Je vous laisse répondre. Vous avez quelques secondes. 25. Allez, je vous propose de commencer à exploiter les résultats. Alors, nous n'utilisons que 10% des capacités de notre cerveau, vrai, faux. Vous êtes 52% à penser que c'est vrai et que les neurosciences nous ont prouvé que notre cerveau n'utilisait que 10% de ses capacités. Mais la moitié d'entre vous, soit à 12 personnes sur la trentaine de votants, pensent que c'est faux. Thierry, tu peux nous donner la bonne réponse? C'est absolument faux. Nous n'utilisons pas du tout que 10% des capacités de notre cerveau. Alors là encore, je ne suis pas neuroscientifique, mais il a été prouvé que nous utilisons beaucoup plus que ça et que c'est surtout le cloisonnement entre l'utilisation de différentes parties de notre cerveau qui nous permet de répondre aux problèmes que nous rencontrons. Tout à fait. Alors j'ai fait des petites recherches parce que je croyais vrai l'affirmation que nous utilisions 10% de notre cerveau et mes recherches m'ont montré qu'en fait c'est un mythe total. Ça n'a jamais été prouvé ni scientifiquement, ni par quelques études que ce soit. La preuve en est, les progrès de l'imagerie par résonance magnétique permettent de voir que le cerveau utilise bien plus que 10% de ces possibilités, ne serait-ce que pour déplacer un objet ou ne serait-ce que pour serrer son poing. C'est donc une des fausses croyances les plus répandues. Elle est notamment répandue aussi par Hollywood, figurez-vous, puisque dans divers films au cinéma, et cette croyance apparaît et donc elle se propage par le biais des médias sans qu'elle n'ait jamais été à aucun moment confirmée
par les neurosciences. Vous êtes donc 54% à avoir été la victime de ce neuromythe. Alors, est-ce que c'est un neuromythe? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Attention, mes questions sont parfois pièges. Alors, les neurosciences ont récemment prouvé que l'enseignement devait s'adapter au style d'apprentissage de nos élèves. Vous savez, certains de nos élèves sont ou seraient plutôt auditifs, visuels pour certains, c'est-à-dire qu'ils apprennent mieux avec des images, ou kinesthésiques. Vous avez, je pense, chacun une opinion là-dessus. Je vous laisse répondre, donc, vous donner cette opinion dans l'activité suivante. Je vous propose de voir vos réponses. Alors, vous pensez que c'est vrai? Vous êtes 70% à penser que les neurosciences ont récemment prouvé que l'enseignement devait s'adapter au style d'apprentissage. Eh bien, vous vous êtes fait avoir, puisque c'est absolument faux. Les neurosciences n'ont jamais prouvé que notre enseignement devait s'adapter au style d'apprentissage. Je vais être très clair là-dessus. J'ai fait mes recherches en bon élève. Les études reconnaissent que les élèves ont des préférences qu'on peut appeler des styles d'apprentissage. Certains vont préférer, par exemple, apprendre avec des supports visuels. Certains vont préférer apprendre avec des supports audio. Mais la recherche a tenté de vérifier l'hypothèse suivante. Si les enseignants s'adaptent au style ou aux préférences d'apprentissage des élèves, est-ce qu'ils apprennent mieux? Eh bien, la réponse n'est pas concluante. Ils n'ont pas pu confirmer que si vous faites l'effort de vous adapter aux préférences ou styles d'apprentissage, il n'y aura pas d'amélioration des résultats, ça ne fonctionnera pas mieux. C'est assez étonnant. Troisième question, et ce sera peut-être une de mes dernières, les capacités de concentration des élèves varient en fonction de l'âge. Un enfant a moins de capacité de concentration qu'un adulte. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Les capacités de concentration des élèves varient en fonction de l'âge. Un enfant a moins de capacité de concentration qu'un adulte. Bien, je vois que vos réponses arrivent. Thierry, tu peux nous donner une réponse? Oui, je vais vous donner une réponse bien moins détaillée que les tiennes jusqu'à présent, mais non, c'est faux. En fait, les capacités de concentration ne varient pas qu'en fonction de l'âge. Elles varient aussi en fonction de la façon dont on va les travailler. Voilà, ce serait une infox totale que de dire que nos enfants, nos élèves, aujourd'hui, ce qu'on dit en ce moment, c'est nos élèves ont moins de capacité de concentration que nous en avions avant. C'est faux. Voilà, ça a été montré par les neurosciences, il a été montré par différentes études que c'était faux. Voilà, elles varient simplement en fonction de l'environnement. On en parlait tout à l'heure. Elles varient en fonction de la façon dont on apprend l'élève à être attentif, à l'enfant à être attentif. Donc voilà, et on peut, dans certains cas, certaines études ont montré que certains enfants ou certains jeunes adolescents avaient des capacités de concentration plus importantes que certains adultes. Voilà, toujours en lien avec l'environnement dans lequel on évolue, en lien avec la façon dont on a stimulé notre cerveau, dont on lui a appris à se concentrer. Le bilinguisme simultané entraîne des problèmes de développement, en particulier langagier. Je laisse quelques secondes. L'occasion pour moi de vous dire que toutes les sources qui m'ont servi à faire ce quiz, je vais vous les donner tout de suite dans le chat. Voilà, ce sont ce document qui vient du site reconnu comme fiable, sciencescognitives.fr. Je vous donne tout de suite le lien vers le document qui m'a permis de faire ce quiz et donc je ne me fais que le humble lecteur quand je fais mes feedbacks. On regarde vos réponses. Alors, là, c'est écrasant. Le bilinguisme simultané entraîne des problèmes de développement, en particulier des troubles langagiers. Oui, c'est ça. Eh bien, bravo. C'est un neuromythe dans lequel vous n'êtes pas tombé. Vous êtes 96% à avoir répondu que c'est faux. Et c'est bien les résultats de la recherche actuelle qui se donne à voir dans le lien que je vous ai mis dans le chat. Je vous incite à télécharger ou tout simplement cliquer dessus et vous verrez la liste des 10 neuromythes les plus répandus dans l'éducation, dans lequel j'ai pioché quelques exemples pour faire ce quiz. Et pour conclure ce webinaire sur les neurosciences,
Je laisse la parole à mes deux collègues, Thierry Cossa et Monsieur Antoine O, que je remercie pour leur intervention et leur effort. Déjà, c'est nous qui vous remercions, c'est nous qui te remercions, David, pour tout déjà tout le questionnement que tu nous as accompagnés à avoir, toute la présentation que tu as faite aussi et toute la façon très bienveillante dont tu nous as conduits et accompagnés dans nos interrogations. La façon de conclure, c'est de dire ce qu'on vous dit, enfin ce qu'on essaie d'échanger un petit peu avec vous depuis tout à l'heure, c'est que les neurosciences, on ne les impose pas, elles s'imposent à nous, et que c'est finalement quelque chose de bien parce que comprendre comment fonctionnent nos élèves, et c'est à partir de la connaissance de ce fonctionnement-là qu'on arrivera sans doute à mieux, nous aussi, s'épanouir et à sans doute trouver des réponses aussi aux questions qu'on se pose depuis longtemps. Donc voilà, ce nouveau paradigme va sans doute nous aider à sans doute nous stimuler et nous aider à nous poser des questions auxquelles, trouver des réponses plutôt à des questions que l'on se pose depuis longtemps, tous dans nos parcours d'enseignants. Je laisse la parole à Antoine pour conclure. Merci beaucoup à vous. Je ne rajouterai qu'une chose et pour suivre M. Cossat, j'espère que ça permettra d'initier au sein des établissements des discussions comme celles que nous avons entamées, mais qui évidemment ne sont pas suffisantes en l'état, et que ça nous permettra progressivement de proposer une refonte de nos pratiques pédagogiques qui ne sont jamais parfaites. Merci à vous. Juste pour conclure, l'idée qu'on peut avoir après une bouteille à la mer, peut-être construire des ateliers de réflexion. Voilà, si ça vous intéresse, je crois que David a partagé un lien vers un petit questionnaire de satisfaction et de projection. Voilà, si ça vous intéresse, que l'on travaille ensemble sur ces questions, la mémorisation, la concentration, l'attention, la procrastination, la mémorisation. Voilà, ce sont des sujets riches, des sujets vastes que l'on peut travailler sur l'ensemble du réseau, que l'on peut chercher. On peut chercher à savoir quelles implications ça pourrait avoir sur comment repenser nos pratiques par rapport à tout ça. Voilà, nous, sachez qu'en tout cas, on est partant pour ce défi-là et pour vous accompagner sur ce chemin-là et pour que l'on s'accompagne mutuellement sur ce chemin-là. Merci Thierry, merci Antoine. Thierry l'a dit, il y a ce petit questionnaire que je vous ai mis dans le chat. S'il vous plaît, si vous pouvez y répondre, ça nous aiderait. Et ça nous aiderait notamment pour donner une suite à cette initiative. 1 heure, c'est bien trop court. Est-ce que vous pensez qu'il faut aller plus loin? C'est la question dans le questionnaire. Et par exemple, dans d'autres établissements, il y a des ateliers qui sont faits avec les enseignants sur les neurosciences. Je sais qu'à Rabat, vous faites beaucoup de choses sur les neurosciences et peut-être ça peut nous inciter, nous, à Casablanca, à aller plus loin. Voilà, si vous voulez bien compléter ce questionnaire, on vous en remercie. Merci d'avoir participé. Je vous souhaite une bonne continuation à tous et une bonne fin de l'après-midi. Salut à tous.